Carolus, le bras de fer continue entre l'UGTG et la direction. Celle-ci demande la levée des blocages. Le syndicat refuse. Résultat, des milliers d'usagers vivent l'enfer au quotidien. ATV les a écoutés. La Guadeloupe a accueilli aujourd'hui la 13e conférence de coopération régionale anti-Guyane. Cette conférence réunit l'ensemble des acteurs de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Ils ont réaffirmé leur volonté de développer des relations utiles dans la zone. Les élèves de l'école de Massabielle 2 de la Jaille ont tenu un village pour lutter contre le diabète. Ces jeunes enthousiastes ont démontré comment on pouvait s'emparer d'un problème de santé publique et en sortir des informations pratiques et compréhensibles par tous. Les applications de Noël font florès sur le net, mais quelles en sont les meilleures à télécharger pour ces fêtes? Linda Kayarsi les a passées en revue. Nous regarderons avec nos yeux d'enfant sa sélection. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Depuis 3 jours, une cinquantaine de lignes de la société Carolus est interrompue. Malgré une injonction obligeant à libérer les accès au dépôt, les salariés grévistes affiliés à l'UGTG ont décidé de poursuivre leur blocage. Une rencontre devrait néanmoins avoir lieu demain avec la direction. En attendant, plusieurs milliers d'usagers sont privés de moyens de transport. Comment vivent-ils cette situation? Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Avec ce mouvement de grève débuté mardi, les usagers des lignes Carolus de l'agglomération centre sont contraints de s'adapter. Et en l'absence d'un service minimum, ce sont des transporteurs comme Christophe qui prennent le relais. Il y a beaucoup de clients de Carolus. De toutes les façons, il n'y a pas de transport en ce moment sur Pointe-à-Pitre sans Carolus parce que ceux qui causent des problèmes maintenant, il n'y a pas de service minimum. Et la population parle, ça c'est clair que c'est difficile pour eux parce que normalement ils devraient avoir un service minimum pour ceux qui ont déjà payé leur carte. Je suis payé avec mon argent, mais si je pars d'argent, je reste chez moi. Ça me gêne parce que j'ai déjà payé 54 €. Certains usagers comme Dominique, qui vient tout juste de quitter le centre hospitalier, trouvent des solutions alternatives. C'est pas évident parce qu'on ne trouve pas de bus. Et les gens qui font grève, je suis d'accord avec vous, faites la grève. Puisqu'on a constaté qu'aux Antilles, rien ne marche s'il n'y a pas de grève. Donc je suis d'accord avec vous, faites la grève. Mais pensez aux pauvres petits comme moi. Et je sors de l'hôpital. Est-ce que vous pensez que je suis obligée de monter à pied jusqu'au Rézé? Heureusement que j'ai trouvé un ami, Dieu merci, qui m'a dit qu'après son boulot, il viendra me récupérer. Mais imaginez-vous si je n'avais pas trouvé cet ami-là. Bon, j'appelle un ami, j'appelle une personne que je connais. Voilà, je m'organise, je me réveille plutôt pour pouvoir prendre le car que j'ai l'habitude de prendre. S'il n'y a pas de Carolus, avant il n'y avait pas de Carolus, je voyageais bien. Alors je suis toujours pareil, hein, moi. Situation difficile. Bon, je fais comme je peux, heureusement je suis à Pointe-à-Pitre. Bon, j'ai pu aller aux abîmes, mais bon, j'ai trouvé les autres bus qui étaient là. Il y en a d'autres, heureusement quand même, parce que nous t'étions bien à terre. Avec une cinquantaine de lignes concernées par le mouvement de grève, au Gosier, à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes, l'impact de ce conflit social est bien réel. Mais les usagers semblent privilégier pour l'instant le système D pour continuer à se déplacer. Et c'est aujourd'hui que la Guadeloupe a accueilli la 13e conférence de coopération régionale anti-Guyane au siège du Crédit Agricole à Petit-Pérou aux Abîmes. Pendant 2 jours, les principaux décideurs politiques de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane vont tenter de trouver des solutions coordonnées à des problématiques communes. Le détail avec Nathalie Dinan, Moïse Exter. La 13e conférence de coopération régionale organisée en Guadeloupe représente un nouvel élan dans la recherche de solutions. Au vu des nombreuses problématiques différentes en fonction des spécificités de chaque territoire, tout cela sur une base de coopération régionale renforcée par la loi Letchimy du 5 décembre 2016, relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des Outre-mer dans leur environnement régional. C'est fini le temps où l'État était l'unique interlocuteur des partenaires étrangers. Le président de la collectivité régionale de Guadeloupe est un interlocuteur. L'ensemble des collectivités, ce sont des interlocuteurs. Et au-dessus, bien sûr, nous devons travailler avec l'Union européenne. Ça signifie qu'en effet, aujourd'hui, la coopération régionale est un espace de complexité, mais cette complexité doit être un atout. Car plus d'acteurs signifie peut-être, probablement, plus de résultats. Chaque territoire
a ses intérêts. Et on l'a évoqué tout à l'heure, hein, les intérêts de chaque territoire doivent être respectés. Mais évidemment, il y a en matière de santé, on a cité tout à l'heure donc l'exemple des épidémies qui ont touché tous les territoires, Zika, chikungunya. Eh bien, il y a nécessairement effectivement des points communs et des plateformes, des socles sur lesquels cette coopération pourra en effet effectivement se développer. Il est important que les partenaires prennent conscience qu'à travers les territoires, la France est présente non seulement en tant que nation européenne, mais aussi en tant que nation de l'Amérique. Maintenant, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Nous l'avons commencé en Guyane lors de la conférence des RUP. Nous pensons avoir des moyens pour pouvoir développer nos régions, mais il faudrait qu'on nous donne plus de moyens, qu'on nous fasse plus confiance. Nous avons des spécificités qui peuvent se regrouper de manière à créer de la richesse, de l'emploi chez nous, beaucoup de possibilités. Donc actuellement, il faudrait qu'on y aille. Et comme l'a dit aussi le vice-président de la Guyane, et nous avons une conférence effectivement entre les trois présidents Guadeloupe, Martinique, Guyane qui se tient normalement depuis que je suis arrivé à la région. Il faudrait que nous continuions, que nous puissions ensemble interpeller le gouvernement de manière à donner plus de moyens pour que nous puissions développer nos régions. L'ouverture à l'international, l'emploi, les phénomènes cycloniques, la santé, autant de problématiques qui seront abordées durant cette 13e conférence de coopération régionale. Des problématiques communes, mais aussi des différences. Cette coopération régionale nécessite de prendre en compte les spécificités de chaque territoire, selon Jocelyn Otanoé, le conseiller territorial de Guyane, le numéro 2 de Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane. En tout cas, il l'a martelé. On écoute ces explications recueillies par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Nous avons des territoires dont le niveau de développement est complètement inégal. La Martinique est quasiment aujourd'hui, elle a aujourd'hui pratiquement atteint le seuil de convergence des 75% du PIB européen, alors que nous, chaque fois que nous entrons dans un programme opérationnel européen, nous en sortons plus pauvres que nous n'y sommes entrés. Il faudrait prendre le temps de mettre tout, de faire une sorte de tabula rasa qui impliquerait à la fois des modifications institutionnelles, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la coopération, ce qui impliquerait une définition claire des moyens qui seraient mis à notre disposition. La Réunion a des problématiques, des spécificités, des différences qui n'ont rien à voir avec celles de la Martinique, bien que ce soit aussi des îles, mais c'est géographie, la diversité géographique est un élément important dont il faut tenir compte. Le rapport que nous avons, le poids par exemple que pèse l'immigration clandestine sur notre économie est quelque chose de catastrophique qui nous empêche d'avancer, qui pèse sur les finances des collectivités et qui font qu'on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. En Martinique et en Guadeloupe, il y a l'existence de PME. En Guyane, 85% du tissu entrepreneurial est constitué de petites entreprises de moins de 10 salariés. Comment envisager un développement vers une coopération régionale avec une structure économique pareille? Donc oui, il y a toutes ces problématiques qu'il faudrait aborder pour que nous sachions bien clairement définir quel est le rôle qui serait affecté à chacun des territoires. Avant d'avancer des solutions, que nous procédions à une véritable analyse, un diagnostic du contexte, des éléments, des contraintes, des atouts, pour que nous puissions agir de manière efficace et que ces conférences ne finissent pas par se suivre et se ressembler. Et parlons maintenant d'une problématique aussi importante que la question de l'eau en Guadeloupe, celle du traitement des déchets. À partir de samedi, débutera la semaine européenne de la réduction des déchets. Et pour aider les habitants à réduire le volume de leurs poubelles, la communauté d'agglomération Cap Excellence va lancer des matinées d'information sur le compostage domestique avec une distribution de composteurs qui sera effectuée auprès des particuliers. Miguel Van der Straten, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous êtes notre invité ce soir, directeur de la prévention des déchets, mais aussi de la gestion, de leur gestion à Cap Excellence. La Guadeloupe produit encore beaucoup trop de déchets selon l'ADEME, des poubelles qui nous reviennent même très chères, plus chères que la France hexagonale, 170 € par habitant contre 89 € pour un habitant en France hexagonale. La principale piste pour infléchir cette situation serait le compostage. Expliquez-nous en quoi le compostage peut nous aider à réduire le volume de nos poubelles. Alors effectivement, le compostage a été identifié comme une des premières mesures par l'ADEME. Le compostage permet de récupérer l'ensemble des déchets issus des cuisines et des jardins. Et donc c'est un processus de décomposition naturelle qui va mettre en œuvre des micro-organismes et on va dire des bactéries, des champignons, des insectes qui vont nous permettre d'avoir un compost. Donc un peu comme un terreau qu'on peut acheter en magasin,
Alors un compost issu de son jardin, de sa cuisine, c'est très intéressant. Et c'est vrai que derrière, ce compost aura la facilité de nous permettre de réduire la poubelle, donc les déchets de la poubelle biodégradables. Donc 30% de cette poubelle représente des déchets biodégradables. Donc il y a un enjeu important aujourd'hui pour en tout cas lancer ce type de démarche. Alors cette fois-ci, on la lance sur un territoire particulier, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu assez important puisque 30% des déchets biodégradables représentent la poubelle. Quel est le bénéfice pour un habitant d'avoir un compost? Est-ce qu'il y a un bénéfice financier? Parce que ça doit réduire normalement le traitement de la collecte, du coup il devrait aussi y avoir une réduction au niveau de la collectivité, donc à la fin auprès de l'habitant. Alors on ne parlera pas de bénéfice financier direct pour l'usager. Aujourd'hui on est dans des phases de lancement. Effectivement il y a un bénéfice assez important donc, sur la collecte, sur le traitement, puisque aujourd'hui on enfouit 68% de nos déchets sur le territoire guadeloupéen. Donc il y a un enjeu assez important de réduire puisque l'espace est réduit. Donc il y a un enjeu environnemental. Ensuite, il y aura un enjeu financier pour les collectivités, donc à excellence. Et bien sûr, il y a un enjeu d'éco-citoyen aussi pour produire moins de déchets et voilà, avoir un impact direct sur l'environnement globalement. Alors pour informer davantage les habitants, vous organisez dès ce samedi, la première manifestation a lieu ce samedi 18 novembre à l'école de Dotemar aux Abîmes, et d'autres matinées, comment vont-elles s'articuler? Alors les matinées qu'on organise notamment sur le compostage domestique s'articuleront de la manière suivante. Alors la première qui aura lieu donc samedi 18 à l'école Dotemar permettra aux gens qui se sont inscrits préalablement de récupérer leur composteur et bien sûr d'apprendre les pratiques pour démarrer un compost de qualité, mais aussi avoir les généralités sur le compostage, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, avec d'autres thématiques, notamment celle de la collecte sélective. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez simple pour justement inciter les gens à pratiquer au quotidien le compost. C'est une pratique qu'on utilisait avant, que nos grands-mères, grands-pères utilisaient, qui est d'ailleurs utilisée dans les campagnes sous différentes formes. Aujourd'hui, on est plus sur des pratiques, on va dire, cadrées avec des équipements, des composteurs, alors qui sont des boîtes en fait dans lesquelles on va mettre nos déchets biodégradables. Avant, on faisait du compostage en tas. Donc, on n'a pas réinventé ce qui se pratiquait. Avant, les Guadeloupéens ne vivaient pas en appartement aussi, forcément. Exactement. Et voilà, donc il y a certaines pratiques ou des évolutions d'usage, effectivement, qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Donc, il faut proposer aux usagers, à la population, des techniques faciles pour, en tout cas, récupérer, valoriser les déchets qu'ils produisent. À Bembao, plus de 1000 foyers ont été équipés d'un compost en 2000. Est-ce que cette opération a fait ses preuves? Alors, c'est une opération qui a démarré de manière avec le Conseil général, à l'époque en 2011. Elle a fait ses preuves puisqu'on a senti un engouement très fort. On a commencé par quelques quartiers et après la population de bouche à oreille a sollicité la collectivité. Donc c'est vrai qu'on a rapidement senti l'intérêt d'étendre à l'ensemble du territoire bémaocien le compostage domestique. Elle a fait ses preuves parce qu'on a pu réduire en l'espace de 5 ans quasiment de 15 à 20% la production de déchets donc de la ville. Donc oui, on n'a pas hésité. Au début, effectivement, il fallait expérimenter. Donc d'où l'intérêt de partir sur des quartiers pilotes. C'est pourquoi sur Abîmes, on ne va pas lancer sur tout le territoire. 5 quartiers sont identifiés. Donc Besson, Chazot, Salle d'Asile, Pointe d'Or initialement. Et puis, alors j'en ai oublié un, et Chauvel, voilà. Le dernier, donc ce sont des quartiers qui ont été identifiés. Les autres personnes vont se faire connaître, donc elles vont s'inscrire. Elles ne vont pas être oubliées, mais elles vont être rappelées par la suite. Et en fonction de l'engouement de la population, le principe, c'est qu'on puisse étendre à l'ensemble des usagers des Abîmes le compostage domestique, donc les gens qui résident uniquement en maison individuelle. Pour s'inscrire, pour participer justement à ces matinées d'information, il faut s'inscrire, c'est encore possible? C'est encore possible. Alors, pour récupérer le composteur, il faut s'inscrire. Pour participer à la matinée d'information, les gens peuvent venir s'informer, prendre des renseignements. S'ils résident dans les quartiers que j'ai cités, ils peuvent s'inscrire et ils seront distribués par la suite, puisque nous allons, à partir de maintenant,
distribuer au fil de l'eau les personnes qui se sont fait connaître par des matinées de distribution. Donc oui, c'est encore possible. Les gens peuvent venir directement à l'école de Dotémar, ou en tout cas, alors je ne sais pas si je peux donner le mail. Hein. On a mis en place un mail, donc c'est paul.abim@capexcellence.net. Donc les gens nous font les demandes, ils s'inscrivent et nous on leur répond pour leur donner exactement la procédure. Miguel van der Straten, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Le ministère de l'Éducation nationale ne souhaite plus financer les manuels scolaires des collèges. Et auditionné le 8 novembre dernier par la Commission des finances au Sénat, Jean-Michel Blanquer considère que rien ne justifie le fait que l'État finance les manuels scolaires. Qu'en pensez-vous? C'est la question que Nida Kayarsi a posée aux Guadeloupéens. On écoute leur réponse. J'ai l'impression en fait qu'on retourne un peu à l'époque où ma mère, elle n'avait pas de manuel scolaire et donc elle me disait qu'elle allait chercher des fois en fin d'année pour pouvoir récupérer son retard à l'école. Donc je me demande, mon fils qui va bientôt entrer au collège dans quelques années, comment ça va être pour lui, parce que si on n'a pas les moyens, comment ils vont faire pour pouvoir étudier? Est-ce que j'aurai les moyens, moi, de pouvoir acheter ces manuels? Donc c'est un peu triste quand même qu'on arrive à ce que l'État ne puisse plus en fait aider nos enfants à étudier, quoi. Je dirais que normalement, en fait, étant donné que je crois que le gouvernement a toujours payé les manuels scolaires, n'est-ce pas? Alors, étant donné qu'ils ont décidé justement de faire des économies, alors en fait, apparemment, ce serait fort possible que c'est dans cet objectif-là, justement. Moi, je trouve que c'est un petit peu révoltant tout ça, parce qu'on fait quand même partie de la France. Donc, si la métropole doit quand même tout ça, donc je pense qu'on devrait être sur le même pied d'égalité que la métropole. Je ne suis pas d'accord. Je suis pour qu'on continue comme c'était avant. Comme quand j'avais mes enfants à l'école, bon, on faisait quelque chose pour les enfants. C'est une politique d'économie, hein, c'est-à-dire que maintenant l'État veut moins dépenser maintenant, et maintenant c'est le peuple qui en pâtit. Hein, voilà. Il y a fait ce monde-là acheter plusieurs livres et ce monde-là pas qu'à servir ces livres-là. Alors pourquoi il y a fait ce monde-là acheter combien de livres et ce monde-là pas qu'à servir ces livres-là? Non, je ne pense pas que ça soit normal. Parce que c'est à l'État, justement, c'est à l'État que revienne la charge de payer les manuels scolaires comme il l'a toujours fait. Et si on n'a pas payer, c'est parce que peut-être qu'il a senti qu'il a les parents assez l'argent pour acheter. C'est ça, en cas dit, en passable. Parce que moi-même, je n'ai pas ni petit monde qui allait à l'école encore. Je pense que l'État français est vraiment largué au niveau de l'éducation. En fait, ils ont légué en fait justement cette responsabilité, et sachant que tous les problèmes qu'on a en fait, donc là, on n'arrive pas à joindre les deux bouts en fait. Donc là, c'est vraiment, nous sommes livrés à nous-mêmes. Hein. Donc voilà. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le diabète expliqué aux plus jeunes à Massabielle 2. Et puis le vent de Noël souffle déjà, notamment sur Internet. Revue des meilleures applications pour passer le plus beau des réveillons. Dans le cadre de la lutte contre le diabète, les élèves de l'école Massabielle 2 de la Jaïbe Mao ont présenté leur premier village santé, un espace où ils ont été eux-mêmes intégrés comme acteurs afin d'apprendre les bons gestes pour se prémunir contre cette maladie. Reportage Yvan Lemar. Sensibiliser à la valeur nutritive des aliments pour mieux lutter contre le diabète était l'objectif de ce village santé de l'école Massabielle 2. On apprend comment le diabète se développe, comment on fait pour gérer le diabète, comment on fait pour vérifier qu'est-ce qui provoque le diabète. Il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2, il y a d'autres types de diabète aussi. Il y a le diabète LADA, le diabète maudit. Il y a un diabète aussi qui se développe, c'est une maladie quand la graisse elle se développe autour du pancréas. Ça peut être ça aussi le diabète. Pour animer ce village, plusieurs ateliers étaient proposés. Alors d'abord, on a eu des rencontres avec l'association AKD Sikesik pour fixer un peu l'objectif. Ensuite, on a défini par niveau la tâche de chaque collègue. Par exemple, les CP se sont occupés des aliments, les CE2 se sont occupés du pied, les CM1
des étiquettes, les CM2 du diabète. Donc on a défini par niveau la tâche de chaque groupe. Les différents ateliers étaient animés par des élèves. Ces jeunes animateurs ont été initiés au message de prévention durant un mois. Et ça a été beaucoup le travail des enseignants qui ont travaillé donc autour de certaines notions qui étaient déjà abordées dans les programmes scolaires. Nous aussi, en tant que professionnels, on est intervenus dans les classes pour les accompagner, pour apporter les informations qui leur manquaient. On se dit que plus les enfants seraient impliqués justement dans la transmission de ce message à d'autres personnes, et plus ils pourraient le faire leur et vraiment s'approprier ces informations. Pour nos petits animateurs santé, sensibiliser le plus grand nombre est le meilleur moyen de lutter contre le diabète. Le nombre de diabétiques par rapport aux enfants et aux plus de 40 ans, ça monte de plus en plus. Pour les sensibiliser, il faut faire attention puisque le diabète, on peut être amputé aussi quand on a le diabète. On peut avoir une amputation. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on veut avoir. C'est pas quelque chose qu'on veut avoir, donc c'est mieux de les prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut pas qu'ils le fassent et puis après ils se disent j'aurais dû l'écouter. Et ce qu'on dit comme petit slogan, c'est qu'on peut gérer le diabète mais qu'il ne se guérit pas. Après ce village santé, d'autres animations sont prévues dans les différentes classes de l'école durant toute l'année. Et il est possible de se faire plaisir tout en mangeant sainement. En Guyane, une restauratrice, Précy Pitoula, a eu l'idée de mettre en place des ateliers culinaires pour apprendre aux enfants à réaliser des hamburgers avec des produits locaux. Reportage Jonathan Lariot. Revêtus de leur bonnet, ces petits chefs font leurs courses. L'objectif d'aujourd'hui, réunir tous les ingrédients pour préparer un hamburger bio. Premier pas, découvrir ce qu'il faut pour faire la pâte à pain. Du sucre, du sel, de la farine. Après un rapide tour au milieu des étalages, il est temps de s'occuper de l'ingrédient principal, le steak haché. Et ici, pas question d'acheter du surgelé, c'est le boucher qui s'en occupe. La viande, elle est ici. On va la transformer. D'accord ? Il n'y a pas de conservation et il ne s'utilise pas de produits chimiques avec. C'est mieux pour la santé, c'est bon. Place maintenant à la préparation de la pâte à pain, de la farine, du beurre, des œufs, du sel et du sucre, puis direction le four. Après une rapide cuisson, à la viande prête vient s'ajouter le fromage avec les petits pains bien cuits. L'assemblage peut commencer. Savoir ce qu'ils mangent, pourquoi ils mangent, pour ce qu'on mange et pourquoi, comment c'est fait, d'où c'est sorti, comment c'est préparé. Parce que moi je me rappelle une fois, j'ai emmené les enfants au marché de poissons et il y a un petit qui me dit c'est quoi ça madame ce poisson? Et je lui dis c'est une sardine. Et il me fait mais comment ça fait pour entrer dans la boîte? Donc vous voyez les enfants, ils ont que ça dans la tête. Donc je pense qu'il faut les faire sortir un petit peu, les emmener au marché, les apprendre à reconnaître les produits, surtout les produits locaux, et puis à reconnaître les bonnes choses à manger. Après plus de 2 heures de préparation, c'est à grands coups de dents que chacun profite du fruit de son labeur. Un burger bio qui plus est, après le travail, reste le meilleur moyen de mettre tout le monde d'accord. Et son nom ne vous est plus inconnu ce soir. Kenny Piperol, ce jeune Guadeloupéen a fait la fierté de la Guadeloupe. Ce skipper a signé une très belle performance hier soir au Marin à la Martinique en terminant la 5e place de la Mini Transat. Portrait de ce jeune prodige avec nos confrères d'ATV Martinique. Kenny, bonjour à toi et félicitations pour ton arrivée d'hier. Donc nous, on est une classe du collège. Cette classe de 6e du collège Gérard Café du Marais est venue à la rencontre du Benjamin de la Mini Transat 2017. J'avais envie d'aller le voir puisque c'est un Guadeloupéen. Je suis admiratif pour ce qu'il a fait. Kenny, c'était un des plus jeunes bien sûr, mais après il était guadeloupéen, donc ça a donné un attrait pour nos élèves et c'était beaucoup plus facile pour nous de leur faire passer les apprentissages, tant en français qu'en technologie, qu'en histoire. Et Kenny, bien sûr, on espère qu'il va insuffler une dynamique pour les petits Martiniquais et qu'il va leur donner envie de participer à des courses simples, puis après des courses de grand large. Il nous reste exactement 1207 000. Kenny Piperol est certes le plus jeune, mais pas sans expérience. Il a déjà effectué la traversée de l'Atlantique en course dans la Transat AG2R. Le jeune skipper est aussi un pur produit du centre Guadeloupe Grand Large. Sa participation à la Mini Transat n'est pas due au hasard. Cette 5e place est le fruit de mois de travail. Le pari n'était pas gagné d'avance. Se préparer sur un projet comme ça, sur un an, moins d'un an, j'ai commencé à naviguer avec le bateau en mars. Donc ça fait pas beaucoup, je suis vraiment content. Kevin a choisi de naviguer sur un prototype, véritable laboratoire technique nautique.
Un bateau très difficile à manœuvrer, par contre rapide. Pour mener à bien ce projet, il a fallu rencontrer des partenaires, une première traversée assez houleuse et le soutien indéfectible de sa mère. Il est passionné et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire ce qu'il a à faire pour pouvoir mener à bien son projet. Donc il est tellement passionné, il est tellement dedans qu'il nous entraîne aussi. Hein. Donc on ne peut que le soutenir et on voit qu'il est à fond dedans, qu'il vraiment pour son âge il est très mature. Et là c'est l'heure de la soupe chinoise. Pour ce jeune Guadeloupéen, cette traversée de l'Atlantique est avant tout un challenge personnel. J'ai vraiment eu envie de faire de la course en solitaire pour être confronté à moi-même, savoir ce que je pouvais valoir si on traversait l'Atlantique en solitaire. Et voilà, bon, je suis très content et je sais que c'est bien quoi. Je me sens bien en solitaire. Kenny ne compte pas s'arrêter là, il se prépare activement pour la prochaine Mini Transat. Rendez-vous en 2019 au Marin. Et sentez-vous ce vent de Noël qui souffle sur la Guadeloupe, en tout cas il souffle sur Internet avec ses nouvelles applications. Certaines vous permettent de trouver un menu qui va bluffer tout le monde. Les applications dédiées à Noël connaissent un véritable succès. Revue des plus innovantes avec Linda Kayarsi. Please Me, l'appli pour gérer les cadeaux qu'on veut se faire ou faire aux autres. Le principe est très simple, faites des photos ou des screenshots de ceux que vous aimez et vous les intégrez à l'appli qui garde en mémoire la photo et l'adresse des objets de vos envies. Il ne vous reste plus qu'à partager votre liste de cadeaux avec vos proches. Il faut cependant que vos amis et votre famille aient installé l'appli pour qu'elle soit réellement efficace. Très cher ami, ça y est, le grand jour que nous avons tant attendu toute l'année est enfin arrivé. Votre petit dernier rêve plus que tout de rencontrer l'homme en rouge pour qu'il soit aux anges. Téléchargez l'appli Père Noël Magique, entrez quelques infos, prénom, une photo, les cadeaux qu'il a demandés. L'appli va générer une vidéo 100% personnalisée où ce bon vieux Papa Noël s'adressera directement à votre chérubin. C'est adorable. J'espère que tu as été un garçon bien sage cette année. Enfin, pour immortaliser ce moment en famille, une application Android très célèbre, Candy Camera. Elle vous permettra de vous prendre en photo avec les thèmes de Noël. Plus de 30 filtres exclusifs et émouvants. Et c'est l'heure tout de suite de la Minute Cinéma. Et lui, il rêve d'une vie meilleure. C'est l'histoire d'un petit âne courageux nommé Beau, l'histoire du dernier film de Timothy Ricard, L'Étoile de Noël. On regarde tout de suite la bande-annonce. Cette année, découvrez l'histoire du tout premier Noël sous un angle tout à fait différent. Ce sont les rois mages. On se cache, vite! De l'autre côté. Gauche. Déborah, est-ce que tu vas bien? Combien de pattes est-ce que tu vois? Du studio qui vous a offert Hôtel Transylvanie et Il pleut des hamburgers. Voici les héros méconnus derrière la plus grande histoire jamais contée. Hérode mijote quelque chose. Marie a besoin d'aide, il faut la sauver. Vous êtes en danger, vous devez écouter très attentivement ce que j'ai à vous dire. Tu veux que je te caresse le ventre? Bon. Si vous voulez vous en prendre à mes amis, vous devrez d'abord me passer sur le corps. Oh, t'as vu ça? Quoi? Oh non, je me suis fait avoir, c'est ça? Un coup pour la route. Dave. Je vais lui larguer une bombe sur la cellule. Non, pas bonne idée. Ruth. On y est presque. Plus qu'une crevasse. Oh. Ce n'était pas vraiment un atterrissage en douceur, mais c'était pas mal. Dave. Je suis en dessous et j'ai très mal. Et Déborah, Cyrus et Félix. Le nouveau roi est en danger. Sauf qui peut. Ya ya ya. Et maintenant, quelque chose pour faire diversion. L'Étoile de Noël. Une petite seconde, ils sont en train de manger du poulet. Sauvez-vous, mesdames!
Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Goyave et aux Abîmes. La distribution de l'eau sera perturbée. Elle sera coupée dès demain 18h avec un retour à la normale prévu le lendemain à partir de 6h du matin. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain face au géant casino de Bas-du-Fort à Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 16 novembre. Nous l'avons vu ce soir, la galère continue pour les usagers de Carulis. Le bras de fer continue entre l'UGTG et la direction. Celle-ci demande la levée des blocages. Le syndicat refuse. Résultat, des milliers d'usagers vivent l'enfer au quotidien, mais des négociations devraient avoir lieu demain. Et puis la Guadeloupe a accueilli la 13e conférence de coopération régionale anti-Guyane. Pendant 2 jours, l'ensemble des acteurs, des décideurs politiques de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique vont en tout cas essayer de développer des relations utiles dans la zone. Et les élèves de l'école de Massabielle 2 de la Jaille ont tenu un village pour lutter contre le diabète aujourd'hui. Ces jeunes ont démontré comment on pouvait s'emparer d'un problème de santé publique et en sortir des informations pratiques et compréhensibles par et pour tous. Les applications de Noël, nous l'avons vu, font florès sur le net, mais quelles en sont les meilleures à télécharger pour ces fêtes? Linda Kayarsi les a passées en revue ce soir pour nous. Et je vous rappelle que tous ces sujets sont disponibles dès maintenant sur notre page Facebook ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.